que dans cette salle, chacun a déjà entendu parler de ce mouvement qu'on intitule la sportivisation de l'éducation physique et sportive, et on a pu avoir des éclairages divers et variés sur ce processus-là. On a voulu finalement réinterroger ce processus-là en se disant, il est marqueur de quelle tendance? Est-ce qu'aujourd'hui, on a raison de toujours le regarder avec parfois méfiance? Et on a voulu aussi regarder un processus peu exploré, et où il y a peu de travaux d'ailleurs historiques sur ce sujet-là, c'est-à-dire le mouvement, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, de PCisation, on pourrait dire, du mouvement sportif, ou en tout cas, comment les profs de PS ont travaillé le monde du sport. Donc, avec nous, autour de cette table ronde-là, et ça sera un peu le cas de chaque table ronde, vous aurez à la fois des personnes qui parleront d'un point de vue scientifique, historien, sociologue, puisque nos deux premiers intervenants, Olivier Wabian, c'est comme ça qu'on dit ton nom, hein, et Gilles Combas, ont à la fois publié des articles en histoire, mais aussi en sociologie, donc historien, sociologue, sur un regard sur ce processus-là. Et on a aussi avec nous Johan Fortune, pardon, qui est présent, mais alors, qui sera plutôt sur un regard historique et qui aura un regard historique notamment de comment ça s'est passé, ça a évolué dans le monde du sport, avec des exemples dans certaines fédérations sportives. Et Christian Couturier qui apportera un regard non pas d'historien en tant que tel, mais d'un acteur de ce processus-là, avec un regard plutôt du côté d'un syndicaliste. Alors, sans plus attendre, je vous donne la parole. Donc, on va avoir globalement tour à tour des prises de parole entre 10 et 15 minutes. J'essaierai, moi, de vous alerter lorsqu'il y aura des débordements. Ensuite, des réactions entre vous. On verra comment on peut aussi faire réagir la salle. Pour la réaction de la salle, il y a juste simplement qu'il faudra que vous portiez votre voix pour qu'on puisse vous entendre dans les micros. Voilà en termes un peu de modalités de fonctionnement. La parole est à vous. Donc, Olivier Wabian, pour te présenter un petit peu. Donc, toi, tu es à la fois, on te connaît parce que tu as publié plusieurs articles en sociologie, mais aussi en histoire. Tu es donc de la faculté de Toulouse et tu as travaillé récemment avec Gilles Combas, qui, on le connaît aussi pour ses travaux en sociologie et qui est de l'Université de Lyon. La parole est à tous les deux. Bien. Écoutez, ça marche. Je peux parler comme ça. Je vais parler comme ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bien, d'abord, merci pour cette invitation qui me permet en fait de renouer avec une académie dans laquelle j'ai débuté en tant qu'enseignant d'éducation physique, pas très loin d'ici, à Choisy-le-Roi. Et donc, voilà, je me sens un peu en terrain connu. Je vais donc revenir sur le thème de cette table ronde qui porte principalement sur l'éducation physique et le sport à travers l'idée de tension qui traverse finalement au cours du temps les relations entre ces deux univers, ces deux sphères sociales. On pouvait penser ces dernières années et ces derniers temps que finalement ces tensions s'étaient apaisées. Et dans le contexte de la pandémie, la vaccination massive au mois d'août de la population laissait penser que l'on allait bientôt pouvoir renouer avec les jours heureux. De plus, les alertes des épidémiologistes concernant les effets désastreux de la sédentarité imposée aux adolescents laissaient présager que dès la rentrée, l'ensemble des acteurs du sport, que ce soit les acteurs de l'univers associatif, du sport de haut niveau ou les acteurs de l'éducation physique, allaient se mobiliser collectivement pour essayer d'apporter des réponses à la situation. De plus, début août, le succès des équipes de France aux Jeux olympiques de Tokyo, notamment dans les sports collectifs, renforçait ce climat plutôt optimiste. Les réactions qui ont suivi les déclarations du ministre Blanquer concernant la contribution de l'EPS aux médailles olympiques est venue en quelque sorte
brouiller un peu l'ambiance et montrer que finalement ce climat d'apaisement n'était pas aussi assuré qu'on pouvait l'imaginer. Si les historiens de l'éducation physique ont montré que au sein de cette profession, il y a eu souvent des résistances à l'égard du sport qui se sont exprimées, cet épisode est venu confirmer que du côté des sportifs, et notamment des sportifs de haut niveau, il y avait aussi pour le moins des réserves et un certain nombre de critiques à l'égard de l'éducation physique. Il s'en est donc fallu de peu que l'ouvrage de Georges Hébert, publié dans les années 20, Le sport contre l'éducation physique, ne connaisse un nouveau succès de librairie. Cet épisode a surtout montré que le terme sport recouvre aujourd'hui des activités physiques très diverses et qu'il est devenu une sorte de catégorie fourre-tout qui contribue à la confusion générale. Je pense que donc ce terme sport commence à devenir une sorte d'obstacle épistémologique du point de vue de la recherche en sciences sociales, puisqu'il suscite davantage de difficultés qu'il n'apporte d'intelligibilité. J'imagine que l'on pourra s'accorder assez facilement à cette table sur le bénéfice heuristique de différencier d'une part les sports qui relèvent et qui sont orientés vers la compétition, codifiés, institutionnalisés dans des espaces standardisés, cherchant à garantir l'égalité des participants et développant le culte du record, et d'autre part, les activités physiques de loisirs regroupant un ensemble très large d'activités, comme les pratiques d'entretien du corps, les pratiques urbaines, les activités dans la nature. Ces deux groupes d'activités offrent la possibilité de s'investir tous les deux dans la performance, même si ça n'est pas nécessairement le cas de tous ceux qui pratiquent. Dès lors, la question de la relation entre EPS et les sports, cette fois, s'en trouve sensiblement modifiée et les réponses plus diversifiées et complexes. Si l'on se met d'accord sur cette approche différenciée des pratiques d'activité physique entre les sports de compétition d'une part et les sports de loisirs d'autre part, on peut considérer que dans les années 60-70, l'EPS a été confronté à de profonds bouleversements, à la fois du point de vue d'un processus de sportivisation de la discipline à travers les JO de 62 et la programmation de 67, qui a privilégié les sports de base, athlétisme, gymnastique et sport collectif. Durant cette période des années 60-70, la discipline s'est vue aussi confrontée à une critique radicale de ce même processus et à la multiplication des propositions d'éducation physique alternative dans le contexte de post-68 d'émergence de nouvelles sensibilités. Vous connaissez les travaux, les ouvrages de Pierre Parlebas, de Jean-Marie Brome, de Jean-Pierre Azémar, de Daniel Denis et surtout peut-être de Michel Bernard qui introduit le concept de corporéité en distinguant le corps connu qui relève plutôt donc du corps quantifié que représente le sport de compétition et tout l'univers du corps vécu, celui du corps sensible, des sensations. Ces bouleversements se sont également accompagnés d'une double crise pour l'éducation physique, à la fois sur le plan institutionnel, dans la mesure où les quatre mousquetaires dont parlait donc Attali à l'instant, Comiti, Mazot, Soisson, menacent la place de l'éducation physique au sein de l'institution scolaire. Mais ces débats et ces critiques à l'égard du processus de sportivisation participent aussi d'une crise d'identité pédagogique cette fois, puisque les débats sont très vifs entre les différents acteurs des différents courants pour finalement déterminer à quoi sert l'éducation physique. À partir des années 80, l'éducation physique a été mise
face à de nouvelles épreuves, à la fois du point de vue de son intégration à l'éducation nationale, mais elle a été aussi mise à l'épreuve de la massification des pratiques d'activité physique et à leur diversification. Cette massification des pratiques, elle est liée à la transformation profonde des modes de vie qui caractérisent donc le début des années 80, à travers lesquels on observe un essor considérable des activités, cette fois en autonomie, à faible contrainte, hors des clubs et des fédérations. Cette massification donne naissance à un marché économique qui va devenir florissant à travers la représentation de l'avènement de la culture fun. On assiste à une offre de prestations privées qui cherche à répondre à une demande solvable. C'est la multiplication des salles de culture physique et même quelques années, la création des premières salles d'escalade privées. Cette mutation s'est accompagnée à partir des années 85 d'une révolution idéologique. C'est la révolution néolibérale et de la mondialisation. En France, un tournant politique s'opère à la tête de l'État sous la présidence de François Mitterrand avec le ralliement du gouvernement aux lois du marché et au rôle de l'entreprise et avec la nomination de Laurent Fabius comme Premier ministre. C'est dans cette période de 40 ans que la rédaction de chaque nouveau programme a finalement réactivé les tensions entre l'éducation physique et le sport. Et voilà, c'est sur ces tensions successives qu'on pourra revenir dans la discussion. Merci. Je ne sais pas combien de temps je dispose. Tu as encore 7 minutes. Ah bon, très bien. Partage Donc, parfait juste, du temps. oui, donner quelques éléments qui permettent de comprendre les travaux. Si vous ne m'entendez pas, vous me dites. Les travaux que nous avons menés avec Olivier Ouabian dans les années 2010, et principalement donc, dans le champ de la sociologie de l'éducation, plus précisément en convoquant les apports de la sociologie du curriculum, avec là des apports anglo-saxons, mais également français. On oublie souvent que c'est Durkheim qui a commencé à travailler là-dessus, avec l'évolution pédagogique en France, puis ensuite Madame Isambert Jamati à l'Université de Paris 5. Donc, en fait, 2 points là qui nous ont paru intéressants pour l'étude de la manière dont les savoirs sont élaborés, et en particulier en éducation physique. Le premier, c'est l'étude des mécanismes d'élaboration des savoirs scolaires, et en particulier, quelles sont les relations, les rapports, parfois conflictuels, mais pas toujours, entre les groupes qui interviennent pour élaborer ces contenus. Donc, des représentants syndicaux, bien entendu, dont le SNEP, mais pas seulement, des mouvements pédagogiques, la FSGT, ça a été dit tout à l'heure, mais également, par exemple, le CEDRE, mais la liste n'est pas exhaustive, hein, les responsables de l'administration scolaire, ça a été dit. Donc, nous avons pris appui sur cette orientation pour analyser la façon dont les programmes avaient été élaborés, ainsi que pour analyser les pratiques hein, dans nos publications de 2008, 2009, 2010. C'est la grille d'analyse que nous avons utilisée. Et également, donc, le second point que l'on a emprunté à la sociologie du curriculum, c'est l'étude des mécanismes de sélection, c'est-à-dire parmi tous les éléments culturels existants, quels sont ceux que l'école va choisir pour faire l'objet d'un enseignement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous renvoie à plusieurs appellations. Georges Snider dirait il faut que ce soit la culture élaborée, hein, au sens où ce sont les plus grandes œuvres littéraires, les grandes découvertes scientifiques, etc. Et puis, par exemple, Martinon va dire il y a les pratiques sociales de référence. Et il me semble que c'est un concept qui a été travaillé, entre autres, par le SNEP. Donc ça permet effectivement d'avoir une analyse qui est parfois critique, mais pas seulement, hein, en termes de, alors cette fois-ci, en reprenant un concept clé de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, d'arbitraire culturel. Et arbitraire culturel, nous ne voulons pas dire que c'est péjoratif. C'est simplement pour redire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que parmi tout ce qui existe dans la culture, qu'est-ce qu'on va choisir? Et donc ça, c'est intéressant parce que justement, à un moment donné, on va revenir à cette question des tensions. Moi, je dirais plutôt des relations dialectiques
entre l'univers du sport, entendu au sens strict pour moi en tout cas, c'est-à-dire vraiment le sport fédéral. Hein, donc, qui renvoie éventuellement aux éléments de définition de Pierre Parlebas, mais pas seulement. Et puis, par ailleurs, les pratiques corporelles. Tout à l'heure, Olivier a dit les pratiques de loisirs, mais tout ce qui existe. Et donc, effectivement, là, dans ce domaine, quel choix fait l'école? Donc, effectivement, à un moment donné, les tensions ont déjà été mentionnées. Moi, je dirais plutôt rapport dialectique, c'est-à-dire, et pour répondre un petit peu à la question qui était posée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'EPS peut amener au sport? Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Et j'apporterai peut-être quelques éléments, non pas de recherche, encore que si, pour celle de 2010, nous avons quelques éléments pour dire ce que l'EPS a éventuellement apporté au sport. Mais avant cela, je voudrais revenir sur la question donc, de la réintégration, puisqu'effectivement, Michael Attali a bien précisé que c'était une réintégration. Et sur cette question, alors, tout à l'heure, je crois que tu as dit sportivisation. Moi, je préfère l'angle développé par Pierre Arnaud sur la notion de mise en forme scolaire. Et il me semble que, donc en 80, il y a des tas de choses qui changent, ça a été dit, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a une première mise en forme scolaire, peut-être, avec l'institution des nouvelles épreuves de baccalauréat en 1983. Et il me semble, si vous vous souvenez bien, enfin, en tout cas pour peut-être les plus anciens, que là, on a une rupture par rapport à ce qui existait, puisqu'on passe d'une évaluation essentiellement de la performance dans certaines disciplines et pas d'autres, à une évaluation beaucoup plus large qui intègre, entre autres, la participation des élèves, leurs connaissances et également, si je me souviens bien, ce qu'on appelait la maîtrise de l'exécution. Et là, effectivement, alors il y a peut-être eu, Michael Attali l'a dit tout à l'heure, quelques, comment dire, non pas des dérives, mais à un moment donné, peut-être quelques excès. Bon, Michael Attali a parlé de QCM. Moi, j'ai été prof de PS dans un lycée à Saint-Maur, donc pas loin d'ici aussi. Et donc, nous, on avait opté pour des formes de dissertation. Vous voyez, donc, là, c'est vrai que là, la mise en forme scolaire est poussée à un point tel que, ça a été dit, je crois, en introduction tout à l'heure, on a une forme d'intellectualisation de l'éducation physique. Mais je pense qu'on est revenu assez vite sur ces formes d'excès. Et puis, c'était peut-être dans le, comment dire, je ne sais pas, dans l'enthousiasme de l'intégration qu'un certain nombre, je ne dis pas tous, hein, un certain nombre de professeurs de PS se sont un peu engouffrés, moi le premier, hein, donc dans cette forme d'intellectualisation, parce que c'est vrai qu'à titre personnel, ça m'intéressait beaucoup, mais ça se discute, que les élèves puissent avoir un regard réflexif par rapport à leur pratique. Voilà. Mais bon, après, nous avons montré, enfin, j'ai commencé à montrer, notamment dans ma thèse de doctorat, qu'en procédant ainsi, dans certains cas, eh bien, au lieu de participer à améliorer la réussite scolaire de l'élève, eh bien, on avait tendance à reproduire un certain nombre d'inégalités qu'on retrouvait dans les autres disciplines. Il y avait une forme de mimétisme, entre guillemets, entre le PS et puis les autres disciplines. Et j'ai même un responsable syndical du SNEP qui m'a dit, lors d'une discussion à bâton rompu, eh bien, comme ça, on est intégré. Hein. Si on crée autant de, pas d'échecs, mais d'inégalités qu'ailleurs, ben c'est qu'on est un petit peu dans les clous, en quelque sorte. Voilà. Bon, c'était un peu provocateur de sa part. Voilà, donc, effectivement, je m'interroge là pour savoir si les épreuves d'éducation physique et sportive de 83, c'est un premier pas, mais avec beaucoup d'incertitudes, d'essais infructueux, mais c'est peut-être ce qui a permis aussi ensuite le développement de programmes plus équilibrés, qui revient donc effectivement sur la question d'apprendre par corps, donc peut-être remettre au centre ce qui est corporel, même si on ne peut pas scinder évidemment ce qui se passe au niveau corporel du reste, hein, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si, sur les apports de l'EPS au sport, au sens strict, hein, c'est-à-dire le sport fédéral, il me semble, mais ça, ce n'est pas nouveau, et il n'y a pas de rupture, il me semble-t-il, en 1981, que les professeurs d'éducation physique, en tout cas les 1300 qu'on a eu l'occasion d'interroger en 2006, ont en grande partie une expérience sportive de haut niveau, d'entraîneurs, ils ont des brevets d'État, etc. Et donc, ils ont une véritable culture sportive. Et là, il me semble qu'ils ne peuvent pas s'en détacher. Hein, quand ils font leur cours, et ben, ils ont cette culture. C'est comme un arrière-fond, hein, comme les profs de lettres sont très attachés
à la plus grande littérature, etc., ben là, c'est pareil. Pour eux, c'est vraiment une référence centrale. L'excellence corporelle, eh bien, c'est celle-ci. Et donc, du coup, ce qu'ils peuvent amener, ben, c'est qu'ils sont profs d'éducation physique, mais ils sont aussi entraîneurs, très, très souvent dans les clubs sportifs. Ils ont des responsabilités dans les fédérations. Ils sont parfois entraîneurs nationaux, etc. Donc là, je pense que, mais ça, ce n'est pas nouveau, que ça, c'est une caractéristique. Alors, ce qu'on peut peut-être, on peut se poser peut-être la question de savoir si les nouveaux professeurs d'éducation physique que l'on recrute, qui n'ont pas les mêmes contenus d'enseignement, qui n'ont pas été sélectionnés sur un concours d'entrée, les formations ayant changé de statut, on peut se demander si, actuellement, il y a encore cette caractéristique-là. C'est-à-dire, chez les jeunes, chez les plus jeunes, est-ce qu'il y a cette possibilité d'alimenter, finalement, en tant que professeur d'éducation physique, l'univers du sport. Oui, juste un dernier point, si c'est possible. Mais là, je reviens sur ce que dit Olivier tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment un rapport dialectique entre l'EPS et moi, je dirais, les pratiques corporelles, avec l'évolution, donc, à partir de 1981, sur l'émergence de nouvelles formes de pratiques, hors structure, etc. Et là, je pense qu'il y a, comment dire, un apport dialectique entre les deux. Et notamment, bon, ça a été dit, avec l'émergence des activités physiques d'entretien sous l'impulsion, me semble-t-il, de Michel Volonda, si je ne me trompe pas. Merci à tous les deux. Bon, je pense que la transition est faite. Je ne vais même pas poser de questions, puisque Johan, donc, on t'avait posé la question. Tu as fait plusieurs travaux en histoire. Je veux dire que tu as quand même pas mal publié, parce que quand je commence à regarder sur quoi tu avais travaillé, c'est très divers et varié. Et voilà, donc, et au moins sur 3 activités. J'ai vu que tu avais bossé pas mal sur l'athlétisme, en natation et même sur la randonnée. Oui. Voilà, donc là, le regard qu'on voulait avoir de ton côté, c'est de te dire, mais finalement, on parle souvent de ce processus dans le monde de l'éducation physique et sportive, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport? Comment ça s'est travaillé? Un peu en écho finalement à ce que Gilles vient de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des processus d'évolution et de transformation? Quelle influence a pu jouer l'éducation physique et les enseignants de PS au sein du monde du sport qu'on a vu qui a été transformé avec ces années? Ouais. Alors justement, je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Gilles, puisque c'est une anecdote avec laquelle je commencerai, mais par rapport à la question des étudiants, notamment. Il y a quelques années, j'ai été confronté à un étudiant qui était en difficulté en cours pratique, tout simplement, et en lui posant la question de savoir quel sport il faisait à l'extérieur, il m'a dit « J'en fais pas, je suis champion de France de baby-foot ». Voilà. Et donc, il était inscrit en STAPS et il s'engageait vers une future carrière d'enseignant de PS ou autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, il était là et avec un référentiel de pratique individuelle de baby-foot. Donc, évidemment, la frontière, à ce moment-là, peut être assez large. Alors, l'objectif, enfin, la commande qui a été proposée ici par le SNEP est très intéressante parce qu'effectivement, c'est essayer de s'interroger sur un point aveugle dans l'historiographie du sport et de l'éducation physique, c'est-à-dire les relations ou les influences que le monde de l'éducation physique a pu avoir sur le monde fédéral, le monde sportif. Alors, en regardant un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de travaux qui portent là-dessus véritablement. Il n'y a pas de travaux qui ont étudié la manière dont la culture EPS avait diffusé au sein des fédérations sportives. Or, on peut imaginer qu'il y a eu une diffusion. Alors, la question, c'est de savoir finalement si comment le sport s'est-il nourri des réflexions propres à l'EPS. Est-ce qu'il s'est nourri de ces réflexions? Alors, j'ai envie de dire probablement oui. Hein, on peut imaginer que c'est arrivé, mais il faut être prudent parce que même si la France brille davantage qu'il y a 40 ans dans les grandes compétitions sportives, c'est peut-être dû en partie aux profs de PS, mais sans doute pas non plus exclusivement, bien évidemment. Hein. Alors, pour répondre à cette question, j'ai envisagé 3 points en fait. Hein. Le premier, c'était d'interroger la place et le rôle de l'EPS actuel comme tremplin vers le sport de compétition. Alors, je précise, hein, je suis resté, moi, ici, sur une vision restreinte, fermée du sport, hein, par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure. Évidemment, il faut envisager la pratique sportive comme quelque chose de très, très large, hein, et pas seulement une pratique fédérale, institutionnalisée, à visée compétitive ou performative. Mais moi, c'est la référence que j'ai prise ici parce que je suis allé voir du côté des fédérations. Encore que, vous verrez que finalement, les fédérations ont aussi évolué sur leur manière de concevoir l'activité sportive et ses finalités.
Alors, on peut admettre que l'intégration institutionnelle des enseignants d'éducation physique, en 81, a conduit à ce que ces enseignants s'interrogent davantage sur les rapports que la discipline pouvait entretenir avec les pratiques sportives. On a vu des évolutions, elles sont notables, hein, mais quand on regarde, elles sont notables dans les représentations des enseignants de PS, pour qui c'est à peu près clair, je pense, quoique. Elles sont beaucoup moins claires dans les représentations des élèves ou des parents d'élèves. Hein. Quand vous demandez à un élève quelle est la différence entre EPS et sport, ou à un parent d'élève, il est bien souvent embêté pour spécifier vraiment quelles sont les frontières. Je pense que du côté des enseignants, les choses sont un peu plus claires, mais pas forcément du côté des acteurs. Pas moins non plus du côté des ministres, évidemment. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur l'actualité récente. Hein. Alors, dans les années 60, lorsque les enseignants d'éducation physique sont montrés du doigt pour expliquer les échecs des équipes de France dans les grandes compétitions internationales, ces mêmes enseignants se sont élevés contre ces accusations en dénonçant justement l'idée, à juste titre d'ailleurs, hein, que l'école devrait être un lieu de détection et de formation ou d'orientation sportive pour les futurs sportifs de haut niveau. Cette fronde des enseignants d'éducation physique dans les années 60 a été très claire. À l'inverse, en 2021, lorsque Jean-Michel Blanquer justement a loué ces mêmes enseignants pour leur réussite ou leur participation en tout cas au succès des sports collectifs aux Jeux Olympiques, de la même manière, on a eu une indignation. D'accord ? Donc ça interroge, parce qu'évidemment, on peut se poser la question de savoir quelle est la place aujourd'hui dans l'esprit des gens, hein, de l'éducation physique comme étant un tremplin éventuel vers le sport compétitif. Alors, je cite quand même la réponse qui lui a été faite par le basketteur Evan Fournier, dont les parents, au moins un des parents, est professeur de PS, donc qui a quand même un individu qui a baigné dans cette culture, qui dit « Monsieur le ministre, notre culture sportive à l'école est désastreuse ». Les mots sont forts, hein, quand même. Si mes coéquipiers et moi-même sommes arrivés à l'élite de notre sport, c'est grâce aux associations sportives, aux clubs, aux bénévoles, mais en aucun cas grâce à l'école. Alors, si on veut interpréter ces propos, moi, j'y vois deux façons de les interpréter. Première explication, l'indignation propre à ces propos traduit une forme de sarcasme de la profession vis-à-vis des ministres qui, décidément, n'ont toujours pas compris, après 40 ou 50 ans, même 150 ans de présence, n'ont toujours pas compris que l'EPS, ce n'était pas le sport. Ce n'est pas pareil. Ça se ressemble, ça se rapproche, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut interpréter ces oppositions à ces propos de manière assez indignée, assez sarcastique. On pourrait d'ailleurs rétorquer au ministre comment il explique que l'éducation physique ait participé au succès des sports collectifs, alors même que des activités très pratiquées comme l'athlétisme, par exemple, ou le badminton, débouchent sur des résultats qui sont, eux, mauvais. Donc on peut évidemment lui renvoyer la balle en demandant comment il explique cette incohérence. Deuxième explication, l'indignation se traduit plutôt en termes de regret. C'est, je pense, ce qui transparaît à travers les propos d'Evan Fournier, c'est-à-dire un regret à l'égard d'une discipline qui aujourd'hui se serait fourvoyée quelque part dans le didactisme et qui ne parviendrait plus à jouer ce rôle de tremplin, de voie d'accès à la culture sportive traditionnelle. La vérité, s'il y en a une, est sans doute quelque part entre ces deux extrêmes, bien évidemment, vous l'aurez compris. Quoi qu'il en soit, en tout cas, la permanence des débats montre que les rapports d'influence entre sport et EP n'ont jamais été simples, ne cesseront sans doute jamais de l'être, et que l'intégration de ce point de vue-là de l'EPS au ministère de l'Éducation nationale en 1981 n'a certainement pas clôturé ce processus d'opposition, de confrontation entre sport et éducation physique. Si les choses ont changé, si la discipline s'est distanciée du sport compétitif et que ces acteurs ont réfléchi davantage sur ses finalités, ses missions, sur l'élargissement des supports utilisés aussi, sur l'évaluation, sur une meilleure prise en compte de l'élève, les activités sportives continuent d'être un référentiel incontournable pour penser la discipline et ses évolutions.
la question resterait de savoir, et je la pose de manière un peu provocante, si l'éducation physique ne doit plus être le seul tremplin vers le sport de compétition, l'est-elle encore quelque part? La question, en tout cas, mérite d'être posée. Le deuxième point, c'était sur justement les possibles vecteurs d'une transmission de la culture EPS vers la sphère fédérale. Alors bien évidemment, certains enseignants d'éducation physique sont toujours investis dans les clubs, dans les associations, et on peut imaginer qu'ils s'appuient dans leur quotidien d'intervenants sportifs sur leur expérience professionnelle, hein, leurs compétences professionnelles, et donc ils arrivent à contaminer quelque part la sphère fédérale de cette culture EPS. Il faut aussi rappeler qu'au moment du basculement entre jeunesse et sport et ministère de l'Éducation nationale, les enseignants d'éducation physique, certains enseignants d'éducation physique sont restés dans la sphère fédérale. Ils ont exercé des rôles de CTR, de CTI, d'entraîneurs nationaux, voire de DTN. Donc ils ont apporté aussi, et sans doute diffusé avec eux, cette culture propre à l'éducation physique, avec toutefois certaines réserves, puisque pour la plupart, ce sont des enseignants qui ont été formés dans les années 70-80, et donc qui ont été formés dans cette culture aussi sportive que représentait l'EPS à ce moment. Sur une période plus récente, on peut s'interroger aussi sur la place des étudiants STAPS qui sortent des filières éducation et motricité et qui vont par la suite occuper des postes au sein des fédérations, voire au sein des collectivités territoriales. Là aussi, on peut imaginer que la porosité existe. Et puis, depuis quelques années, si on regarde les débats qui ont interrogé les fédérations sportives, alors je ne parle pas dans leur globalité, parce qu'il faudra aller voir pour chacune, évidemment, et je pense qu'on trouverait des différences d'une fédération à l'autre, mais les fédérations sportives se sont intéressées depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années à des nouvelles problématiques. Par exemple, l'activité des pratiquants. Comment mieux adapter les contenus à l'activité des jeunes? Comment mieux lire ou mieux comprendre le pratiquant, sa motricité? Comment définir des contenus propres aux différents âges scolaires? Ça, ce sont des questions aussi qu'on se pose au sein des fédérations. Sur les intervenants, ces fédérations se posent aussi la question de savoir comment faire évoluer la formation de leurs entraîneurs, de leurs éducateurs. Et les questions propres qui se posent aussi à l'éducation physique se posent également, quelque part, aux intervenants sportifs des fédérations. Sur l'évolution des profils de pratiquants, comment accueillir de nouveaux publics face à la diminution du nombre de licences? Ce sont des questions que se posent les fédérations aussi. Et donc, elles vont ratisser large. Hein, elles élargissent leur manière de concevoir le sport et ont bien compris, ont bien saisi aujourd'hui que le sport, ce n'était plus seulement le sport de compétition, qu'il y avait autre chose, que les gens allaient y chercher autre chose. Comment répondre aux jeunes, aux femmes, aux non-compétiteurs? Ça aussi, c'est des choses qui questionnent. Sur l'accueil des personnes en situation de handicap ou déclassées socialement, là aussi, des débats existent. Sans faire de lien direct, on retrouve ici tout un champ de questionnement qui a évidemment interrogé les enseignants d'éducation physique, même si les formes d'interrogation ont été différentes. On va dire que les sujets, les objets, l'apprentissage, l'inclusion, l'hétérogénéité, etc., ont évidemment aussi posé question aux fédérations. 4 minutes. 4 minutes. Le troisième point, c'est d'aller regarder justement ce que proposent ces fédérations. Alors, là, je n'ai pas été voir partout, c'est un travail colossal, hein, évidemment, un travail titanesque qui mériterait d'ailleurs l'impulsion d'un travail de recherche approfondi. J'ai été voir du côté des fédérations de tennis, de natation, d'athlétisme. Alors, je vais rester sur l'athlétisme parce que je ne vais pas multiplier les exemples, mais puis c'est parce que c'est aussi celui que je connais le mieux. Depuis les années 2000, la FFA a réfléchi à des formules destinées à capter de nouveaux publics. Le coach athlète santé, la marche nordique, le kit stadium, le beach athlé, hein, sont des formes de réinterrogation de la pratique athlétique pour aller toucher d'autres pratiquants que des compétiteurs. On constate aussi que beaucoup de responsables fédéraux qui étaient en charge de la cellule école d'athlétisme, hein, pour aller vite, je les cite, Charles Gozzoli, Daniel Lègre, Philippe Lénier, par exemple, sont tous ou presque profs d'EPS. Donc, depuis 20 ans, les gens qui réfléchissent à l'apprentissage athlétique chez les jeunes dans les écoles d'athlétisme au sein de la FFA sont des enseignants d'EPS.
D'accord ? Et ils ont mis en place plusieurs outils. L'éducathlé, par exemple, un outil de développement de l'athlétisme pour le secondaire. On propose aussi des fichiers pour la mise en place de cycles dans les diverses activités athlétiques, avec des buts comme, évidemment, le développement des habiletés motrices, le développement des capacités physiques, mais aussi l'apprentissage de l'effort physique avec plaisir, une terminologie comme le plaisir qui apparaît, qui est très forte, ou comme l'amélioration du potentiel santé aussi de l'enfant. D'accord ? Donc, on voit bien qu'on a une perspective qui s'élargit un petit peu et qui porte sur des sujets un peu plus divers. Bon, il faudrait évidemment aller beaucoup plus loin pour sortir des conclusions fermes et définitives. En tout cas, comme l'EPS, la sphère sportive fédérale s'est ouverte à de nouveaux questionnements et on peut légitimement penser que les influences qui se sont exercées en EPS ont aussi touché le domaine du sport. Maintenant, il faudrait aller voir comment ça se caractérise concrètement et par quels canaux de diffusion ça se caractérise dans telle ou telle fédération. Alors, il y a deux limites quand même qui apparaissent à cette réflexion. La première, elle concerne l'EPS et montre que la réflexion didactique approfondie, qui a questionné la discipline depuis les années 80, ne semble malgré tout pas s'être diffusée de manière massive vers les fédérations. Ce sont des questionnements qui ont davantage interrogé l'EPS pour elle-même et par elle-même. Et de ce point de vue-là, on peut se demander aussi si la discipline, en réfléchissant de la sorte, ne s'auto-alimente pas quelque part et ne se referme pas non plus sur elle-même. Comme disait tout à l'heure Michael, est-ce qu'on n'assiste pas à une nouvelle forme de distanciation, finalement, à une époque, dans les années 60-70, on était sur une confusion. Aujourd'hui, la distanciation n'est-elle pas si importante, tellement importante que finalement, on aboutirait à une autre forme de perte d'identité. La seconde limite, elle porte sur la sphère sportive et montre que si une réflexion didactique a émergé au sein des fédérations, elle a beaucoup de peine visiblement à se déployer. Les apprentissages semblent toujours avoir du mal à être pensés du point de vue de celui qui apprend, alors qu'en EPS, la chose est quand même beaucoup plus visible. Alors, je conclurai en disant que revenir sur le débat sport et EP, c'est rappeler que ces deux entités ne se confondent pas, mais elles n'en restent pas moins indissociables. L'EPS doit rester une expérience sportive, mais doit aussi être plus que cela. L'EPS ne s'oppose pas au sport, pas plus qu'elle ne se confond avec lui. Elle n'est pas non plus un complément au sport. Elle n'est pas non plus un prélude au sport. Elle doit, en tout cas c'est ce que je pense, l'englober pour le dépasser sans pour autant l'ignorer. Et le débat aujourd'hui entre sport et EP est un débat qui, on l'a vu, et les différentes réflexions, en tout cas, le laissent à penser que c'est un débat qui reste finalement quelque part indépassable. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, on va finir par toi, Christian Couturier. Donc, toi, tu es dans le secrétariat national du SNEP-FSU, Syndicat national de l'éducation physique et sportive. Donc, j'ai envie de te poser comme question, puisque tu es le seul prof de sport de la table, peut-être, un peu par provocation, sans doute. Donc, de te dire, pour toi, comment tu conçois ces liens entre l'éducation physique et le sport? Alors, déjà, de poser la question comme ça m'oblige à ne pas dire ce que j'avais prévu de dire et à partir sur un autre projet et du coup en réaction un petit peu à ce qui s'est dit aussi. Alors, prof de sport, je pourrais dire, je ne suis pas prof de sport parce qu'effectivement, aujourd'hui, je fais pratiquer de la danse et je fais pratiquer des activités qu'on ne sait pas bien qualifier d'ailleurs aujourd'hui. Parce que tous les qualificatifs qu'on a pu leur donner, entretien, centration sur soi, tout ça ne valent pas, puisque quand on fait une pratique sportive, quelque niveau que ce soit, on peut avoir une centration sur soi, on peut, etc., s'entretenir et compagnie. Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça, c'est un premier problème. Et quand, en début d'année, j'ai fait remplir à mes élèves une fiche en leur disant « Est-ce que vous faites du sport à l'extérieur ?» Bah, j'en ai quand même 3 qui m'ont dit « je fais de la danse ». Donc, voilà. Donc la définition du terme est tellement compliquée, sans compter toutes les oppositions qui, à mon sens, ne valent pas non plus, entre, par exemple, sport de compétition et sport de loisir.
Moi, je connais plein de gens qui font de la compétition en loisir, qui font pour leur loisir. C'est pas des oppositions. Alors, sport professionnel, ça, évidemment, c'est autre chose, mais ce n'est pas directement ce qui nous intéresse. Donc, voilà, on a des problèmes. Et moi, finalement, la question que je me pose, que j'avais un peu écrite dans la revue EPS là, au mois de juin, c'est je me dis, si après 40 ans, on continue à parler comme ça et à poser ces questions, c'est que soit la question est mal posée, le problème est mal posé, soit qu'il est finalement pas très intéressant, soit qu'il est indépassable ou en tout cas, finalement, il est insoluble, quoi. Donc, des fois, on peut s'interroger effectivement sur la pertinence de rester dans ce registre-là. Et alors, moi, du coup, en tant qu'enseignant, je peux dire que je n'ai jamais été confronté à ce problème-là. Jamais avec mes collègues, on discute, tu fais du sport, tu ne fais pas du sport, tu es où, tu es ailleurs. Non, les questions, enfin moi, en tout cas, ça a pu se passer ailleurs, mais moi, dans toute ma carrière, et donc, je le dis pour que vous sachiez, puisque c'est la thématique du sujet, je suis rentré en 81, donc pile au moment de l'intégration. Jamais j'ai discuté de ça avec mes collègues, jamais. On a d'autres types de discussions, tout aussi intéressantes et problématiques, mais on ne l'aborde pas comme ça. Par contre, en tant que responsable syndical, et relativement tôt là aussi, puisque j'ai commencé dans les années 90 à avoir des responsabilités, et ma première réunion avec l'inspection générale pour les programmes, c'est 95, avec un doyen qui s'appelait Malvezin, je crois, à l'époque. Donc voilà. Et là, au plan syndical, j'y ai été confronté tout le temps. À quasi toutes les opérations programmes, toutes les opérations institutionnelles, toutes les discussions qu'on pouvait avoir avec d'autres organisations comme la EPS, enfin, bon, voilà. Et là, on en discute en permanence et de façon assez, encore une fois, fréquente. Mais en même temps, je dirais que cette discussion-là, pour moi, elle reste du domaine idéologique. Quand on met de côté toutes les problématiques intellectuelles ou certaines approches, finalement, au bout du compte, ce qui reste, c'est quel est le regard que les personnes qui parlent posent sur le sport. Et généralement, il y a des regards dégradés. Le sport, c'est pas bien, c'est l'un contre l'autre, c'est ci, c'est ça, etc. Donc, il y a des rapports très dégradés. Il y a des rapports dithyrambique, y compris dans sa propre pratique. Le sport, c'est génial, etc. Il y a des rapports plus mesurés, mais ce qui pèse, c'est le rapport que la personne a eu au sport et non pas des considérations politico-machin. Parce que la deuxième chose sur laquelle j'ai été confronté en tant que syndicaliste de façon permanente, là aussi, c'est tout au long de cette histoire, et ça avait commencé bien avant, c'est des tentatives et des volontés politiques, cette fois-ci, mais qui ont une base économique, de faire en sorte que les enseignants d'éducation physique puissent, à certaines occasions, être remplacés ou au moins complétés par des intervenants extérieurs qui, comme tout le monde sait, ont une caractéristique, c'est qu'ils sont formés moins longtemps et qui sont moins bien payés. Et les problématiques économiques, surtout depuis le tournant libéral qui a été cité ce matin, qui ont comme axe principal la réduction des déficits publics, soi-disant, en tout cas la réduction de l'investissement public, eh bien, cherche à faire des économies ici ou là. Et il y a des marges possibles sur une profession qui compte 30 000 professeurs d'éducation physique formés avec l'agrégation, etc. Je n'ai jamais été confronté à une discussion sur le contenu de l'éducation physique avec un ministre, la DGESCO, les services du ministère, etc. Jamais. Il renvoyait ça toujours à des débats entre l'inspection et le SNEP, ou l'inspection et d'autres groupes de pression. Le débat, là, dans ces conditions-là, il est toujours économique à la base. Et nos combats qu'on a menés tous depuis les CAS, la profession, jusqu'à aujourd'hui, 2S, 2C et compagnie, sont des débats qui sont des débats qui ont un soubassement économico-politique, c'est-à-dire, en gros, à un moment donné, on veut faire des économies et donc, où on veut, à l'occasion de 2S, 2C, dans le cadre de la pandémie, donner un peu d'argent au milieu sportif, etc. Voilà. Donc, ce débat-là, moi, je pense que, voilà, il est, je dirais, à la fois permanent et en même temps usurpé d'une certaine façon parce qu'on continue à en parler, alors que finalement, le prof d'éducation physique, dans son quotidien, éducation physique et sportive, il est dans son quotidien confronté à tout un tas de problèmes eh bien, qui font qu'à la base, on reste quand même sur une chose que
qu'on ne peut pas enlever. Il y a un groupe d'élèves, un prof et une APSA sur un cycle donné. Point barre. Ça reste la base. Et tout ce qui peut être après autour. Alors, je précise en plus que le terme APSA lui-même est une construction quasiment scolaire, parce que le terme APSA n'existe pas comme ça en dehors. Dans le milieu sportif, personne ne parle d'APSA. À la rigueur, APS, on en parlait dans les années 80, etc. Mais on parle de sport, on parle de discipline, on parle, etc. Donc déjà, le terme APSA est comment dire, circonscrit au milieu scolaire, mais la base, c'est ça. Et les parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent, est-ce que mon enfant, il a appris à nager? Comment il se débrouille en basket, etc. Moi, si je commence à parler de tout ce dont il faudrait parler aujourd'hui, si on suit les injonctions institutionnelles en éducation physique, les parents d'élèves, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Citoyenneté, machin, etc. Des trucs, ah ouais, ça c'est vachement bien. Mais comment ça se passe? Comment on applique ces choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment vous l'évaluez? Donc en fait, la réalité concrète, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire progresser des élèves parce que les faire progresser dans ces activités-là, c'est leur donner des pouvoirs nouveaux. Et des pouvoirs nouveaux pour un élève, ça veut dire un chemin tracé vers l'émancipation dans notre secteur. Il ne sera pas émancipé dans la littérature, dans d'autres domaines, mais dans notre secteur, savoir faire plus de choses aujourd'hui, avoir accès, comme c'était dit ce matin, aux techniques qui sont des constructions historiques, qui sont des constructions hyper intelligentes de la manière de résoudre tel ou tel problème. C'est un partage avec mes générations précédentes et celles à venir. C'est une manière de rentrer en tout cas, un chemin possible vers l'émancipation. Et c'est ça qui est déterminant. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Je ne dis pas, je caricature parce qu'on a peu de temps, parce que, etc. Je ne dis pas que la construction de l'éducation physique, en donnant son importance progressive à des choses qui sont périphériques, quand je dis périphérique, à l'acte moteur et à l'accès à une culture technique, ne sont pas importantes, qu'il ne faut pas faire attention à ce que ces élèves ils puissent aider les autres, etc. Mais ça fait partie de ce que pour moi, à mon sens, de la pédagogie, c'est-à-dire de ce que porte un enseignant d'éducation physique en tant que personne et en tant que modèle adulte. Et je ne suis pas convaincu du tout, parce que là, du coup, il y a les dérives dont on a un petit peu parlé et que tout le monde semble aujourd'hui pointer, c'est le risque de perdre et de se diluer dans un ensemble qui serait un ensemble qui ne serait plus le cœur de notre discipline, au point qu'on puisse nous dire mais alors finalement, faites de la citoyenneté, mais ça c'est le rôle de toute l'école, le vivre ensemble c'est le rôle de toute l'école, la santé c'est le rôle de toute l'école, machin, etc. Mais alors vous, nous on le fait un peu mieux que les autres. Ça ne marche pas, faut arrêter, enfin à mon sens avec ça. Donc je pense que le débat qui perdure et donc que j'estime un peu usurpé, par contre, à mon avis, il a eu des répercussions à ce stade-là que je vais qualifier de négatives. Si on regarde juste ce qui se passe aujourd'hui du point de vue de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit valider, de ce qu'on doit noter, de nos programmes et de l'évaluation. Si on regarde le cheminement depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, y compris en passant par la période de l'exécution motrice, etc., on a dans les notes qui doivent être affichées dans les protocoles aujourd'hui dans les lycées, on a une perte considérable de tout ce qui tourne autour de, je vais aller vite, je vais employer des mots hyper simples, l'acte moteur, la motricité, tous ces trucs-là. Tout ce qui tourne autour de ça aujourd'hui est ramené à 12 points. On prend les choses comme on veut, c'est ramené à 12 points. C'est-à-dire 2/3 à peu près de la note globale. C'est comme si on demandait à un prof de maths de noter comment l'élève il a tenu son cahier, au bac, je parle, comment il a tenu son cahier, est-ce qu'il a aidé son camarade qui lui posait des questions, etc. On serait dans le même registre. Donc, pour moi, il y a eu le débat EPS Sport, in fine, débouche au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça va changer, parce que je note que le discours, y compris de l'inspection générale, sur ces registres-là, je vous renvoie à la dernière intervention de Véronique Eloi dans la revue EPS, ne parle aujourd'hui n'est plus dans une schématisation, il ne faut surtout pas parler du sport, etc. Non, elle est sur la complémentarité, même si le terme n'est pas, à mon avis, le meilleur, loin de là. Lisez cet article et vous voyez que le positionnement institutionnel est en train de changer par rapport à ce regard-là. Donc, perte
du cœur, je dirais, disciplinaire. De mon point de vue, ça a produit jusqu'à aujourd'hui un appauvrissement des notions qu'on utilise en éducation physique. Je vais en prendre deux parce que ça a été cité. Notion de performance, compétition. En EPS, aujourd'hui, on ne parle plus jamais de compétition. On ne fait pas de compétition. On fait des rencontres, éventuellement. On organise des rencontres entre les classes, etc. Mais le terme lui-même est banni depuis maintenant longtemps. Celui qui est un peu moins banni, mais qui l'est fortement aussi, c'est celui de performance. Au nom de quoi? Qu'est-ce que ça signifie? On a mis des contenus dans performance. Performance, c'est l'exploit. C'est le record, c'est les JO, etc. Donc, nous, on ne fait pas ça. Mais la performance, quand on s'attache à la définition des termes, ce n'est pas ça. Performance, c'est la réalisation à un moment T, dans une situation donnée. Ce que je fais est une performance. Bon, on a banni ce terme-là, et donc on utilise des termes aujourd'hui qui sont connotés, mais voilà, en même temps, ça nous assèche du point de vue de nos, je dirais, des concepts qu'on doit, enfin des concepts, des idées et des notions qu'on doit manier. On ne la traite pas, du coup, du point de vue scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire former quelqu'un à performer? Qu'est-ce que ça signifie dans le cadre de l'éducation physique aujourd'hui, former quelqu'un à performer, c'est-à-dire à être capable de se dire « j'ai 10 semaines devant moi, dans 10 semaines, il faut que je sois ou j'essaye d'être un peu meilleur qu'au tout début. Et peut-être je vais y arriver, peut-être je ne vais pas y arriver, mais quels moyens je vais utiliser pour le faire ?» On ne se pose plus ces questions-là comme ça aujourd'hui. Et pareil sur la question de la compétition. Compétition, alors là, c'est encore pire. Le terme est complètement banni parce que c'est trop connoté par rapport à tous les excès. Et il y en a, évidemment, dans le sport professionnel et dans la compétition de haut niveau, mais on ne l'utilise pas. Mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aujourd'hui en éducation physique de dire aux jeunes, je vais vous former, vous aider à comprendre ce que c'est que la compétition qui n'est pas la compétition sportive, qui, je le rappelle, est amalgamée très souvent à la compétition sociale, à la compétition économique, etc. Mais on utilise le même mot, mais ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Quand on fait une compétition dans un cadre sportif, on est dans un cadre réglementé, accepté, où on reconnaît, où on doit respecter l'adversaire, parce qu'il n'y a pas d'adversaire, moi-même, je ne peux pas pratiquer, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, former des gens à cette chose-là? C'est-à-dire que là, le débat et l'opposition EPS-Sport nous a amené aujourd'hui à, je dirais, dissoudre les choses qui potentiellement sont des choses sur lesquelles on pourrait former les élèves de manière, je dirais, pertinente par rapport à des grandes questions, des finalités, comme par exemple la citoyenneté. C'est-à-dire que je renverse le problème. On part de nos objets spécifiques et à partir de nos objets spécifiques, on va former des gens à des finalités dont on sait aujourd'hui qu'elles traversent les besoins de l'école. Citoyenneté, machin, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais de mon point de vue, en tout cas, il me semble que le renversement, il doit s'opérer aujourd'hui. Et je termine par une dernière chose qui m'inquiète aussi, parce que je vois là aussi que les mots deviennent, comment dire, soit galvaudés, soit des valises. Pour ne plus utiliser le terme d'activité physique, sportive et artistique, donc les APSA, etc., aujourd'hui, la tendance générale, tous les étudiants sont confrontés, les enseignants, en grande partie par rapport à ce qu'ils doivent écrire quand ils rendent des protocoles, etc., on parle de forme de pratique scolaire. C'est le terme consacré, on ne parle plus d'APSA, forme de pratique scolaire, qui part de l'idée que les pratiques que l'on fait faire aux élèves dans le cadre scolaire ne peuvent pas être plaquées, identiques, à ce qui se passe dans le milieu fédéral, associatif ou autre. Mais enfin, on enfonce quand même des portes ouvertes. Le phénomène même de transposition didactique, qui a été quand même un outil qui nous a permis de comprendre un peu les choses, qui date quand même aujourd'hui des années 70, c'est quand même pas nouveau, nous amène à traiter, ce qu'on appelait traiter, donc les pratiques sociales en pratiques enseignables, c'est-à-dire que l'on peut transmettre à quelqu'un, à une somme de personnes qui vont être dans l'école parce qu'ils sont obligés, etc. Et donc, on utilise ça. Mais attention à l'évolution des termes dans le temps. Quand on utilise des termes, il faut savoir à un moment donné qu'ils s'enquistent et qu'ils deviennent des choses. Quand on utilise le terme forme de pratique scolaire, qu'est-ce qui domine? C'est le terme forme. On s'attache à la forme. Ça ressemble à du badminton. Ah, ça ne va pas, il ne faut pas faire ça, surtout pas ça, il faut trouver autre chose.
Pourquoi je vais trouver autre chose? Parce que, bon. Et donc, le terme forme, aujourd'hui, risque largement de dépasser. Et je termine juste pour boucler sur la question initiale. Parce que, ça, à mon sens, ça si tu l'as évoqué en disant que tu n'étais pas sûr de la manière dont ça. Moi, je pense qu'il y a eu quand même, notamment dans les années 70 et les années 80, tout ce qui a été fait et construit dans le cadre de l'éducation physique. Pourquoi? Parce que j'ai des élèves qui n'ont pas choisi d'être là et qui ne veulent peut-être pas apprendre. Mais dans les clubs, il y a des gamins qui y vont, ils n'ont pas toujours envie d'apprendre, ils sont toujours… Voilà. Donc, ils ne veulent pas. J'ai un temps limité, j'ai des conditions d'exercice qui ne sont pas assez évidentes. Eh bien, je dois trouver des astuces ou des trucs, on va dire didactico-pédagogiques, pour faire apprendre le plus vite possible des élèves. Et ces recherches-là, ces travaux-là, qui sont les travaux qui ont initié ce que j'appelle l'éducation physique moderne, hein, dans les années, donc, fin des années 60, 70 et 80, jusqu'à la fin de l'INRP, etc., sont des choses qui ont permis de trouver des choses qui permettent de faire apprendre plus vite, voilà. Et que le milieu sportif, qui effectivement avait beaucoup d'enseignants, on continue, hein, il y a encore une petite dizaine d'années, il y avait 50% des enseignants d'éducation physique qui étaient dans le milieu sportif, soit comme encadrant, président, etc., etc. Donc, ces trouvailles-là, ces choses-là, elles ont permis aussi d'être appropriées à l'extérieur, parce que finalement, un club, à un moment donné, il est aussi confronté. J'ai des gamins qui arrivent, il faut que je les fasse apprendre vite, et il faut que ça matche assez rapidement. Donc voilà, Merci. Bon, alors, on s'est trompé de sujet, parce que ça semble ne plus être mon problème, ou alors toi tu dis un problème des passages. J'ai envie de vous poser chacun trois tours. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui est de intervenants, des remarques, des réflexions, ou prolonger justement un peu des éléments que vous n'avez pas pu dire tout à l'heure, si vous n'avez pas de réaction entre vous? Moi, je veux bien Vas-y. commencer. Je ne suis pas sûr que quand Christian a dit que la compétition était bannie, etc., je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que l'affrontement, la dimension de l'affrontement fait partie de ce qu'on peut utiliser en éducation physique. Je pense qu'elle est encore utilisée par les profs d'éducation physique. Alors, ça ne s'appelle pas peut-être compétition, mais les élèves, à un moment donné, ont l'occasion effectivement de s'affronter en sport collectif ou en sport de raquette, etc. Donc, je ne suis pas sûr là-dessus. Il faudrait avoir des éléments. Et donc, par rapport à ça, je pense que nous ce qu'on étudie de façon, alors pas critique, mais c'est quelle est la place du sport, mais au sens très strict du terme, en éducation physique, sachant que c'est l'une des possibilités. Il y a d'autres modalités de pratique. Et je me souviens d'une formule de Georges Vigarello dans un article de 1975 dans la revue Esprit qui dit qu'il faut prospecter la richesse des pratiques corporelles pour l'éducation physique. Et je pense que, enfin, en tout cas, nous y sommes très attachés. Il me semble que l'éducation physique aurait intérêt effectivement à être capable de prospecter la richesse des pratiques corporelles, dont le sport au sens strict fait partie. Ce n'est pas un problème. C'est quoi? Eh bien, ça peut être la danse, puisque Christian a parlé de la danse, mais ça peut être l'expression corporelle, ça peut être la relaxation, ça peut être toute forme de pratique corporelle qui a un pouvoir éducatif. En tout cas, on pose ces éléments de discussion. Il n'y a pas une forme d'activité physique qui aurait un pouvoir éducatif supérieur aux autres. C'est un petit peu ce dont on a discuté dans nos travaux, me semble-t-il. Olivier, tu veux prolonger la réflexion de ton collègue? Oui, moi je voulais peut-être poser une question à Christian concernant… je pense qu'il y a quand même un point de litige quoi, dans son analyse, puisque en fait, il fait référence, c'est ça? Non, c'est simplement qu'il n'y a pas de micro. Voilà, donc il fait référence à un moment donné au pouvoir émancipateur de l'éducation physique à travers, pour les élèves, l'accès à des techniques très élaborées. Il a dit que c'était le summum en quelque sorte de l'intelligence dans les techniques, etc. Moi, je pense que le point un peu de débat, c'est de savoir si ces techniques élaborées,
elle ne s'élabore que dans le cadre du sport fédéral compétitif, ou est-ce qu'on reconnaît des formes de techniques très élaborées, y compris dans les pratiques de pleine nature, dans les pratiques d'entretien, dans les pratiques, je ne sais pas, urbaines, etc. C'est-à-dire dans des univers qui, bien que n'étant pas tournés principalement vers la compétition, produisent aussi des formes, peuvent produire aussi des formes de performance. Ce n'est pas toujours l'ambition de tous les pratiquants. Tous les pratiquants ne pratiquent pas ces activités hors club dans la perspective de faire des performances de haut niveau exceptionnelles et donc de développer des techniques très élaborées. Ils le font souvent pour s'entretenir physiquement, tout simplement. Sans toujours d'ailleurs, et c'est un point, une responsabilité importante pour l'éducation physique, disposer des éléments de connaissance et incorporer finalement comment on s'entretient physiquement. On pourra y revenir, il y a un vrai déficit là-dessus. S'il y a des coachs individuels qui se développent aujourd'hui, c'est parce qu'on voit qu'il y a une génération d'adultes qui arrivent sans avoir les bases, sans maîtriser les bases de ce que c'est s'entretenir physiquement. On voit partout, quand on est un peu spécialiste comme nous, des gens qui s'entraînent de manière catastrophique. Il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. On les voit courir, moi je me rappelle, sur les Champs-Élysées, je voyais des gens courir à 7 heures du soir en pleine circulation. Bon, voilà, il vaut mieux s'arrêter au bistrot et aller fumer une cigarette. Je pense qu'on s'intoxique moins. Donc voilà, moi la question que je pose à Christian et qui me semble être un peu le point de cristallisation, c'est est-ce que ces techniques élaborées, elles ne peuvent émaner que de l'univers sportif? Et donc le SNEP parle souvent, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais parlait souvent à une époque des œuvres supérieures de l'humanité, c'est-à-dire l'équivalent des savoirs savants dans le domaine littéraire ou scientifique. C'était le sport de haut niveau pour l'éducation physique. Ou est-ce qu'on reconnaît que dans d'autres pratiques qui d'ailleurs sont dominantes aujourd'hui en termes d'effectifs, il y a plus de gens qui pratiquent en dehors des clubs que dans les clubs et les fédérations. Ça ne veut pas dire que les fédés n'ont pas leur place. Moi, j'ai fait Tu pratiques quoi quand tu dis pratique du sport des activités physiques au sens large. C'est pas du sport. Oui, des activités physiques. Moi, je réserve le terme sport au terme, à la définition stricte de sport de compétition. Et donc, voilà, est-ce qu'on reconnaît finalement une dimension performative sur le plan des techniques à d'autres activités que simplement celles qui émanent de la production considérée comme étant la production savante dans le domaine des activités physiques, qui est la compétition sportive. Ça, c'est un élément fondamental du discours, notamment qui a été construit dans les années 60, autour de Ivan, Adam, etc., de ce que c'est finalement le rôle de l'éducation physique par rapport aux pratiques sociales de référence. C'est ça le point fondamental sur lequel voilà, il y a un vrai débat. Merci Olivier. Peut-être que finalement c'est un peu ma faute parce que j'ai parlé de prof de sport. Donc on t'a enfermé dans une case du coup de. Donc la question Christian, la référence culturelle de l'EPS aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit étudier en éducation physique et sportive, sachant que je pense que du coup il faut qu'on fasse un effort du point de vue du choix des mots, de limiter maintenant le mot sport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le sport de compétition, et d'accepter que parce que sinon, on ne va pas s'entendre, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce mot sport? Donc, pour le SNEP, puisque là, tu es aussi, toi, représentant, on en est où cette question-là? Est-ce qu'on porte le même point de vue qu'Yvon Adam? Je ne me souviens pas exactement de ce qu'avait dit ou écrit Yvon Adam. Ce que je sais, c'est que par rapport à ce que vient de dire Olivier, pour moi, il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de litige. Enfin, pour moi, ce n'est pas un débat. Et le SNEP, en 1975, écrit une fascicule qui s'appelle EPS Luxe ou Nécessité, dans lequel il écrit qu'en gros, il y a parmi les pratiques sociales de référence, ces pratiques, son champ culturel, c'est le sport, bien sûr, qui est dominant, que ci, que ça. Il y a les pratiques qui ne sont pas les pratiques artistiques et les pratiques qui sont qualifiées par le SNEP, grosse erreur à cette époque-là, d'entretien. Donc, ça, c'est le fascicule 1975 du SNEP là-dessus. Donc, pour nous, et je voudrais donner 2 points, enfin, au moins un point historique, un fait qui peut être vérifié, c'est-à-dire,
comment dire, en 2000, au moment de l'écriture des programmes lycées, c'était Gilles Klein, universitaire, qui était pilote de l'opération qui avait commencé sous Allègre. En 2000 donc, il y avait un débat sur ce qui s'est appelé ensuite les compétences propres, c'est-à-dire en gros des regroupements in fine même d'activités qu'on va qualifier avec un certain nombre de choses. Et à cette époque-là, il y avait une partie de la profession autour de personnes comme Raymond Delaine, Thierry Tribala, etc., qui poussaient très fort pour l'introduction des pratiques, de ces pratiques-là dans les programmes. Et le SNEP a, comment dire, face à un moment donné, à Gilles Klein, avec qui j'en ai rediscuté encore il n'y a pas très longtemps, qui était sur la logique ancienne comment dire, comment ça s'appelait dans les programmes collèges, des activités non. Ouais, un truc comme ça, ça avait un terme dans lequel on mettait un petit peu tout. Alain Hébras pourra plus retrouver le terme, mais bref. Et donc, à un moment, on s'est battu pour que ces activités-là rentrent dans la liste officielle. Donc, pour nous, il n'y a pas de débat. Du point de vue de la reconnaissance, non, mais vous pouvez chercher dans tous les écrits du SNEP jusqu'à aujourd'hui, depuis cette période-là. Par contre, là où il y a débat, je le déplace. Le problème, ce n'est pas les activités, ce n'est pas ce qu'elles produisent. Quand on regarde aujourd'hui des gens qui sont dans la rue, qui font du skate, du machin, qui sont à un niveau technique absolument hallucinant. Ils l'ont appris entre eux. Hein, ils n'ont pas eu de coach, ils n'ont pas eu rien. Donc, c'est bien évident qu'il y a des élaborations techniques de très haut niveau. La question, c'est celle de l'école. Ce n'est pas la question de l'EPS. C'est la question de l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'école aujourd'hui fait rentrer comme, je dirais, activité ou comme, dans d'autres disciplines, éléments nouveaux de savoir, etc., ou pas? Quels sont les critères qui font qu'à un moment donné, paf, il y a un truc qui naît, on va dire, hop, allez, c'est vachement bien, on va le mettre en EPS. Dernière chose en date, le yoga, pratique millénaire. Rien à voir avec l'éducation, en tout cas dans le truc. On est en train de faire un dossier là-dessus. Il y a des spécialistes sur la question qui refusent la scolarisation du yoga. Ça rentre dans les programmes. Sans qu'il y ait l'once d'une discussion dans la profession. On a zéro information sur ce qu'on pourrait appeler la didactisation, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, comment on transforme cette activité-là pour la rendre enseignable et appréhendable à tout le monde. Il y a zéro débat là-dessus. Pourquoi il y avait cette urgence à faire cette chose-là maintenant? On ne pouvait pas le différer, on ne pouvait pas le mettre en débat et dire « Oh, prochaine étape programme, on va étudier la question du yoga ». Ça rentre comme ça, sans débat. Et donc, moi, ma question par rapport à celle qui est initiale posée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'école, quels critères se donne l'école pour faire rentrer des activités comme référence ou comme support moyen et objet d'apprentissage? C'est ça pour moi le vrai sujet. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse parce qu'on n'en a jamais eu. Vous ne trouverez dans aucun écrit pourquoi la liste des activités est celle-ci et pas celle-là. Pourquoi il y a telle activité et pas celle-là? Pourquoi, etc. Vous ne trouverez nulle part la justification des moments où ça rentre, des moments où ça sort. On n'en sait rien. Donc, moi, c'est la question que je pose, c'est quels outils on se donne pour alors je ne parle pas des APPN, parce que les APPN, ça fait longtemps, même si elles ne sont pas pratiquées massivement pour des raisons, à mon avis, pratiques et non pas de choix d'activité. Quels critères on se donne pour faire entrer? Très court avant de redonner la parole à la personne. Tu dis une erreur d'appeler pratique d'entretien. Oui. Est-ce que très court, tu peux nous dire parce que j'en ai donné un élément tout à l'heure. On peut s'entretenir en faisant du sport tout au long de la vie. Il y en a qui font du sport tout au long de la vie, qui jouent au foot, etc., qui jouent à 40, 50 ans, même plus. Bon, il y a des compétitions de vétérans en natation, machin. Donc, il y a des gens qui font du sport pour s'entretenir. Deuxièmement, fonction de l'école. La fonction de l'école, c'est que les élèves se développent. Ce n'est pas qu'ils s'entretiennent. Qu'est-ce qu'on va demander à un gamin de 14 ans de s'entretenir? Ça ne va pas s'entretenir, il doit se développer, il a du chemin à faire. Donc, le terme n'est pas approprié. Il n'est pas approprié à ces caractérisations. Et quand on cherche la caractérisation, on a passé des lustres, nous, au SNEP, dans le cadre de plusieurs écrits de contre-pied, etc., à trouver une appellation qui permette de regrouper toutes ces activités-là, on n'en trouve pas.
Ça ne trouve pas? Qu'est-ce qui fait le lien entre le yoga et le step? Quand Christian dit quels sont les critères, on n'y connaît pas, etc. Je pense que dans ce domaine-là, il y a différentes façons d'intervenir, mais il me semble que dans l'élaboration des programmes, il y a eu des groupes techniques disciplinaires, dont un dans lequel Alain Hébrard a eu un rôle important. Et là, je pense qu'on parle des critères. Pourquoi on introduit telle ou telle activité et pourquoi on introduit telle modalité de pratique? Il me semble que là, dans ces groupes-là, on en parle, il me semble. Sans doute, mais alors en après tout cas, que ça sort pas du groupe. Parce que ça, moi, j'en ai voilà, interrogé et les questions, la façon dont les réponses sont faites sont quand même… parce que c'est beaucoup pratiqué. Oh ben ça là, c'est pas beaucoup pratiqué. J'ose imaginer que dans les GTD, on a d'autres arguments de ça quand même. Eh ben, je ne sais pas, vu la composition, je ne dis pas que ce sont les meilleurs, hein, mais il me semble que… Avec votre statut de chercheur, peut-être que vous pouvez avoir des réponses que moi, je n'ai pas eues, mais en tout cas, allez poser les questions. Alors, peut-être, moi, j'ai une nouvelle réaction sur ce sujet-là, sinon peut-être… alors, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est long comme matinée, mais on va bientôt finir. Donc voilà, courage, hein, parce qu'après, avec le bruit, le son, nos invités, nos autres participants en ligne vont avoir des difficultés. Vous avez discuté, tu as donc fait, même s'il y a peu de travaux, tu as essayé d'avoir un premier regard sur l'influence des professeurs d'éducation physique au sein des fédérations sportives. Tu as pris des fédérations délégataires. Mais tu as aussi travaillé, toi, sur les fédérations qu'on appelle affinitaires. Tu as beaucoup travaillé sur la FSCF, je crois. Voilà. Est-ce que, de ce point de vue-là, que ce soit dans les formes d'organisation ou dans les formes de compétition, est-ce que tu as, à travers le temps, observé ou est-ce que tu as des éléments sur le rôle et la fonction ou la place que peut jouer? Est-ce que finalement, la question est de dire, est-ce que les profs de PS auraient été beaucoup plus influents avant? Parce que certains ont tendance à le dire. Alors que ça, disons, on a une enquête qui montre qu'il y a beaucoup de profs de PS entrant dans le monde fédéral. Alors, sont-ils plus ou moins influents? Comment ça peut se passer? Est-ce que, en fait, on était plus influents avant dans cette évolution du sport? Nous, on fait quand même l'hypothèse que les enseignants de PS qui sont dans les commissions et qui sont entraîneurs, ils ne peuvent pas abandonner totalement ce qui les fait et ce qu'ils portent dans leur pratique pédagogique. Non, je ne crois pas que ce soit possible. Effectivement, quand un enseignant d'éducation physique intervient dans le cadre fédéral sportif, j'imagine qu'il fait parler sa culture d'enseignant quelque part. Si je reprends mon cas personnel, quand j'ai fait du sport de compétition avec un entraîneur qui était prof de PS, j'ai été dans mon quotidien de pratiquant sportif, j'entends, hein, amené à résoudre des situations, résolution de problèmes, etc. Parce que c'est sa manière de faire, c'est sa manière de concevoir l'émancipation de l'élève comme celui du sportif, en fait. Mais pour ce qui concerne le débat entre fédération olympique et fédération affinitaire, on va dire, délégataire ou affinitaire, les fédérations affinitaires, elles sont confrontées finalement à ces mêmes types de questionnements. C'est-à-dire que eux, ils sont beaucoup plus distanciés vis-à-vis du modèle compétitif, par définition, parce que ce n'est pas leur rôle. Et en même temps, ce sont des fédérations qui se rendent compte que le sport, pour le développement individuel, pour le développement personnel, pour l'insertion, pour l'inclusion, etc., c'est finalement pas non plus que leur fonds de commerce à eux. Les fédérations délégataires ont aussi ces questions-là. Et donc, les fédérations affinitaires ont du mal à comprendre quelle est leur identité, quelle est leur spécificité actuelle, parce que justement, elles s'intéressent à des questions auxquelles d'autres s'intéressent. Donc, le monde éducatif, dès lors qu'il est confronté à l'activité physique, se pose des questions qui sont de même nature. Alors, les réponses apportées ne sont pas les mêmes, mais on voit bien que les thématiques sont très communes, en fait. Et donc, c'est pour ça que les frontières entre les différents domaines sont assez floues, hein. C'est un espèce de système dans lequel les gens interagissent les pôles interagissent les uns par rapport aux autres en se posant des questions à la fois très différentes et en même temps des questions communes. Voilà. Et par rapport à l'échange qui a eu lieu avant, c'est vrai que
de mon point de vue, il y a un vrai enjeu à l'éducation physique, c'est d'une part d'englober les différentes modalités de pratique qui existent dans la société, parce que sinon elle se déracine, ça devient une EPS hors sol, et en même temps, on ne peut pas tout prendre et tout réceptionner comme ça du jour au lendemain, parce que le monde sportif, il évolue très très vite. Les pratiques changent quasiment du jour au lendemain aujourd'hui. On voit des pratiques émerger et puis 2 ans après, elles ont disparu. On voit même réémerger, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment, on voit même réémerger dans le monde commercial, cette fois-ci, des méthodes d'éducation physique. La méthode naturelle existe toujours, elle est toujours pratiquée, elle est commercialisée. D'accord ? Donc, il y a des gens qui aujourd'hui payent pour faire des stages de méthode naturelle. Et très cher, hein, pour faire courir, sauter, lancer, grimper en forêt amazonienne, quoi. Paye $3000 pour faire 3 jours de méthode naturelle. Donc, ça veut dire que c'est des questions qui quand même touchent les pratiquants. Et effectivement, on ne peut pas faire abstraction de ça. Et en même temps, l'extrême inverse, hein, c'est une anecdote que je raconte, donc elle vaut ce qu'elle vaut, ça n'est qu'une anecdote, mais il m'est arrivé il y a quelques années de discuter avec un jeune formateur en INSP au sujet d'un oralin d'un étudiant qui préparait son oralin au CAPEPS et qui me disait, je lui disais, mais là, par exemple, l'élève, on ne sait pas comment il lance le javelot. Il ne le dit pas, l'étudiant, le candidat ne le dit pas. Et la réponse du collègue, ça a été, mais on s'en fout de comment l'élève lance le javelot. Il y a des interactions. Il y a des observations, il y a des échanges entre les élèves. C'est ce qui compte, non ? Oui, c'est important, mais pas que quand même. Hein ? Il faut quand même savoir comment il va faire pour lancer son javelot à un moment donné, quoi. Donc, là, c'est un cas extrême, évidemment. Mais on voit bien que on est tiraillé pour savoir ce qui est important, ce qui est secondaire, ce qui est fondamental, ce qui l'est moins. Bon, encore une fois, c'est un problème sans fond, quoi. Olivier ? Oui, sans doute pas me faire que des amis. Il ne faut pas non plus avoir une vision trop angélique ou idyllique des profs d'éducation physique. Je pense qu'on est un certain nombre à avoir eu des enfants qui ont fait du sport parfois à haut niveau et on a vu tout et son contraire. C'est-à-dire, moi, j'ai des exemples d'enseignants d'éducation physique qui mériteraient une reconnaissance quasiment de la nation parce qu'ils ont su transformer la pratique sportive en une pratique véritablement éducative. Je pense, je vais le citer, puisqu'on ne les cite sans doute pas assez, à Bernard Rouzade au Pic Saint-Loup. Bon, voilà, c'était un club qui préparait au rugby, y compris en orientant certains des meilleurs joueurs vers la compétition, mais qui avait le souci d'une véritable éducation. Et tous les enfants jouaient. Il n'y avait pas que les meilleurs qui rentraient sur le terrain, y compris quand il y avait un vrai enjeu de résultat pour le club. Il y avait donc des profs qui interviennent, des profs d'éducation physique qui interviennent dans le monde sportif avec leur vraie valeur d'enseignant d'éducation physique. Et puis, j'imagine que vous aussi, vous avez aussi vu des profs d'éducation physique qui avaient oublié leur casquette d'éducateur et qui rentraient dans des logiques de sélection où on va jusqu'à surclasser des enfants qu'on va faire jouer à haut niveau en rugby. Vous voyez un peu le surclassement, ce que ça peut dire au point de vue conditions physiques. Bon, voilà, moi j'ai vu des enfants qui jouaient contre les meilleures équipes de cadets des grands clubs du sud-est et du sud-ouest, Toulouse, etc. Ils étaient surclassés. Bon, voilà, on sait qu'ils ont fait un match, ils ont fait 2 matchs. Après, ils ont arrêté parce qu'ils ont vu que s'ils continuaient, ils allaient se faire démolir. Ils allaient se blesser grièvement. Eh bien, c'est un prof de PS qui les a recrutés et qui les a poussés à participer parce qu'ils n'avaient pas assez de cadets titulaires qui les a poussés pour représenter le club à participer à ces compétitions. Donc voilà, il y a aussi des éducateurs sportifs qui sont remarquables, qui ne sont pas profs de PS. Moi, j'ai connu des gens à Épinay-sous-Sénart dans un club de judo. C'était un éducateur de judo. Il était remarquable. Il avait toutes les qualités d'un prof d'éducation physique. Et je peux vous dire que le public d'Épinay-sous-Sénart, ce n'était pas un public CSP+. Donc, voilà, il faisait de l'éducation avec ces gamins. Donc, bon, voilà, soyons quand même un peu critiques aussi sur
la Bon. manière dont on peut être professeur d'éducation Tout à physique. fait. Prof de PS ne vaccine pas du coup contre l'imbécilité. Ça, on le sait, on s'en doutait. Non, pas seulement contre l'imbécilité, contre le contexte Non, j'ai compris. du milieu sportif. Oui. C'est-à-dire qu'on est poussé soi-même à rentrer dans des logiques qui parfois entrent en contradiction avec ces principes d'éducateur. Mais même dans le sport scolaire, j'imagine que vous avez tous eu l'expérience de compétition entre équipes d'établissements scolaires dans lesquels les profs adoptent des attitudes qui sont sidérantes et qui sortent en s'engueulant parce qu'à un moment donné, ils ont perdu le match, ils accusent les autres de tricher, etc. Bon, voilà, le statut de prof d'éducation physique ne protège pas contre les effets de ce que Elias appelle la libération contrôlée des émotions. C'est-à-dire que quand on fait du sport, on est pris par des émotions et par des pulsions qui sont parfois en contradiction avec ces principes d'éducation. Je voulais te poser une question, parce que tout à l'heure, tu dis le sport, on essaie de limiter la définition du sport au sport dit de compétition. Et aujourd'hui, vous avez fait référence, hein, on a des fédérations sportives qui essayent d'inventer, de transformer des formes de rencontres compétitives avec, on va dire, les formes classiques de championnat vers le plus haut niveau, des éliminations en coupe, etc. Mais on a aujourd'hui dans les fédérations, je faisais référence à l'athlétisme, mais on peut le voir aussi en handball ou dans d'autres fédérations, une inventivité, une créativité du point de vue des formes de rencontres compétitives. Alors, du coup, je peux être, moi, dans une fédération sportive, faire du sport de compétition, mais dans une forme de rencontre compétitive qui est complètement différente, qui sort d'un modèle dit compétitif et que je peux tout à fait retrouver d'ailleurs dans une pratique qui serait non organisée. Parce que par exemple, dans le foot, aujourd'hui, il y a le football qui peut se faire dehors avec ses potes à 5 ou à 6, mais il y a aussi des fédérations qui font du foot à 7. Alors, je trouve que ça devient compliqué du point de vue de l'identification de ces formes Alors, est-ce que vous avez, vous, des éléments sur, justement, est-ce que c'est une influence de l'éducation physique sur la transformation? Mais si c'est une influence de l'éducation physique, pourquoi, dans le sport scolaire, ces formes de rencontres compétitives, parfois, ne passent pas? Et on a l'impression qu'on veut rester sur des modèles qui sont, on pourrait dire, peut-être classiques ou anciens, et pas assez innovants ou transformants. Est-ce que vous avez, vous, un regard particulier là-dessus? Alors, peut-être vous quatre, et peut-être ce sera la dernière question, à moins que vous ayez d'autres mots. Je vais bien commencer, j'y pensais tout à l'heure, mais en t'écoutant, effectivement, je reviens sur cette idée, mais on n'a pas d'éléments, nous, en termes de scientifiques, mais il me semble, pour répondre déjà juste sur l'association scolaire sportive, il me semble qu'il y a d'autres modalités que les modalités traditionnelles depuis un certain temps. Voilà. Et donc, du coup, je me demande si ça peut être transposé. En tout cas, la frontière, ça a été dit tout à l'heure par Michael Attali, il n'y a pas une frontière étanche, c'est que les deux univers communiquent. Et je pensais à notre transformation des modalités de pratique, ce sont les équipes mixtes en sport collectif. Et donc là, on ne sait pas dans quel sens ça fonctionne. Est-ce que ça a commencé dans la sphère scolaire, puis ça a diffusé dans les fédérations, ou l'inverse, hein, ou les deux en même temps? Mais ça me paraît très intéressant, effectivement. Et ça répond en partie à la question qui était posée ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce que l'EPS pourrait éventuellement apporter au sport, me semble-t-il. Et effectivement, tu as raison de souligner qu'il y a invention de nouvelles modalités de pratique avec des objectifs peut-être de démocratiser davantage, en fait, de faire découvrir d'autres modalités que celles de la compétition traditionnelle. Moi, je pense que ça relève d'un double processus. D'une part, l'influence des enseignants d'EPS dans certaines fédérations. On sait très bien qu'il y a des fédérations où leur influence a été très importante. Je pense au handball, par exemple. En athlétisme, c'est le cas aussi. En natation, je pense que c'est le cas aussi. Donc ça, c'est une première chose. Mais je pense aussi que le fait que les fédérations réfléchissent à des nouvelles formes de pratique ou à intégrer de nouveaux publics, etc., ou à mieux comprendre la motricité du pratiquant, c'est aussi un processus de lente maturation au sein de chaque fédération, qui existe, certaines existent depuis très longtemps, et qui finissent aussi par se poser ces questions-là, parce que l'éducateur n'est pas plus idiot que l'enseignant. Et donc, du coup, quand il est confronté à ces gamins sur le terrain, il voit bien qu'il y a des problèmes qui se posent, il veut chercher à les résoudre, etc. Donc, il y a aussi des évolutions internes et propres à chaque fédération qui font que les connaissances évoluent et que les rapports se tissent entre la sphère scolaire et la sphère fédérale. Christian ou Olivier?
Non, moi, je vais juste terminer par une question, enfin, en prenant cette question-là de manière un peu plus générale. Aujourd'hui, on observe une forme de scolarisation de la société dans tous les secteurs, y compris culturels, etc. J'ai en souvenir, il y a encore pas très longtemps, ma fille qui était intervenue dans le cadre d'un centre aéré l'après-midi, le mercredi après-midi, elle faisait de l'animation, pas sportive du tout, mais de plein de trucs. On lui demandait de remplir des grilles de machin, des grilles d'observation, des grilles de ci, etc. Je lui dis, mais c'est incroyable ça. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, il y a une forme de scolarisation de l'ensemble de la société. Donc le fait qu'à un moment donné, ce qui s'est construit dans le cadre de l'école, parce que c'est l'endroit où passe tout le monde, l'école quand même. Voilà. C'est l'endroit où passe tout le monde. Donc que des choses qui ont été inventées ou créées dans ce cadre-là passent, les barrières, je dirais, sociales et autres, ça reste c'est quelque chose qui me paraît logique dans les démarches qui existent un petit peu partout. Par contre, dernier point sur lequel je voudrais juste insister, que ce soit dans le secteur des pratiques sociales, ou bien dans le secteur de l'école, on est dans une société qui a un principe de base de fonctionnement, c'est celui de se construire sur des inégalités, voire de les accentuer quand il y en a besoin, parce que les logiques d'argent et tout ça, enfin je ne vais pas faire un cours d'économie, fonctionnent là-dessus. Et le défi qu'on a, c'est dans ce contexte-là, comment on fait en sorte que l'école se donne, et donc l'éducation physique, pour le coup, se donne des objectifs de réduction des inégalités. Et dans le domaine de l'accès aux pratiques sportives, qui est un domaine inégalitaire dans la société, on le voit quand on regarde les classes sociales qui participent à quoi, etc. Eh bien, comment en éducation physique, puisqu'on a tout le monde, on s'organise pour faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire doter chacun de pouvoirs nouveaux, etc. Et avec ce défi-là de, faire apprendre tout le monde. Faire apprendre tout le monde et faire progresser tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui reste inachevé et qui restera probablement tout le temps inachevé. Mais je dirais c'est un projet, Benoît tout à l'heure parlait de projet culturel et social, pour l'EPS. Il faut avoir en tête qu'à la base de tout ce qu'on fait, c'est un projet politique. C'est un projet politique. D'éduquer tout le monde, c'est un projet politique. Il faut le mener à bien et donc en utilisant, si on peut, les meilleurs outils possibles. Olivier. Moi, je veux bien revenir sur la question de l'évolution des fédérations sportives. On a travaillé avec Jacques de France là, et Tayeb El Boujoufi dans le cadre d'une ANR sur les relations entre sport et santé. Et on a publié récemment, donc je vais faire un peu de publicité tout de même, un ouvrage qui s'appelle « Le sport au secours de la santé ». Et donc, on analyse dans la période récente, c'est un ouvrage qui couvre la période de la fin du 19e siècle jusqu'à la période actuelle. Et donc, on analyse le développement du sport santé. Comment est-ce que le sport santé est devenu un vecteur de développement des pratiques et comment ça se fait qu'à un moment donné, les fédérations sportives, le CNOSEF, a commencé à se revendiquer comme étant le représentant du sport santé. Le CNOSEF, c'est quand même le Comité national olympique. A priori, les liens avec la santé et l'entretien physique de tous les citoyens, ce n'était pas vraiment son objet. C'est quand même, le CNOSEF, c'est quand même l'élite sportive. Bien. Comment est-ce que ces fédérations donc, agréées en viennent à développer des licences santé? Bon, voilà une bonne question. Eh bien, on se rend compte que, en fait, dans un premier temps, les fédérations, ça a été étudié par exemple pour la fédération de voile, les fédérations se sont montrées extrêmement réservées à l'égard de l'évolution des pratiques sociales de loisirs, notamment des années 70-80. Elles se sont un peu repliées sur elles-mêmes en disant non, nous, on n'intègre pas la planche à voile, on n'intègre pas le trail, on n'intègre pas toutes ces activités, c'est du loisir. Nous, on est sur le sport de haut niveau, etc. Et puis, progressivement, le CNOSEF a pris conscience que la masse des pratiquants, elle commençait à être du côté de ces activités hors club. Et donc, que s'il voulait conserver son statut d'interlocuteur vis-à-vis du ministère des activités physiques, il fallait peut-être quand même qu'à un moment donné, il intègre aussi ces activités. Et donc, ils ont commencé à intégrer les fédérations type Fédération de la montagne, etc., Club alpin et tout ça. Parce qu'ils voulaient, en fait,
assurer leur légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics en disant non, non, nous on ne représente pas seulement les licenciés, on représente l'ensemble des pratiquants. Donc ils ont senti cet écueil, ce risque. Et puis d'autre part, pour la fédération d'athlétisme, eh bien ils se sont dit attention, si nous on ne s'occupe pas de ces pratiques, hein, eh bien qui va s'en occuper? Et nous on a intérêt à développer des contrats d'objectifs qui vont nous rapporter les finances parce qu'on sait qu'il y a une demande et qu'on va pouvoir développer ces activités aussi dans ce sens-là. Donc voilà, alors, si vous voulez vraiment l'analyse détaillée, elle est vraiment intéressante. Hein. Ce n'est pas parce que je cherche à vous le vendre, mais lisez-le, il doit être en bibliothèque. Donc lisez-le, vous verrez qu'il y a vraiment une analyse approfondie sur la manière dont le thème de la santé devient un thème prépondérant depuis les années 2000, à la fois du point de vue des politiques publiques. Il y a toute une série de plans nationaux santé, nutrition, etc. qui ont été développés, mais aussi du point de vue du rôle des fédérations et du CNOSEF pour représenter aussi Alain Calmat, par exemple, hein, qui crée une commission médicale au sein du CNOSEF, qui va être un des porteurs de la légitimité des clubs à représenter aussi le sport pour la santé. À un moment, et je termine là-dessus, où l'image du sport de haut niveau est quand même très en difficulté. C'est au moment des affaires de dopage, c'est au moment de Festina, etc. On voit qu'il y a des médecins du sport qui finalement filent des produits dopants. Enfin bon, ça devient un truc extrêmement sombre. On appelait ça, les collègues ont travaillé sur les affaires du sport. L'image du sport de haut niveau commence à souffrir. Il y a Ben Johnson, etc. Il y a toute une série de scandales. Et donc, à un moment donné, redorer un peu le blason du sport fédéral compétitif en se parant de la légitimité à être aussi des pratiquants pour des fédérations pour le sport santé, eh ben, c'est pas négligeable en termes d'image donnée au public. Eh bien, merci à tous les quatre de cette première table ronde.